téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous serons en compagnie de Madame Joanna Canaan et ensemble, nous allons découvrir les points marquants de sa vie, également ses aspirations pour l'avenir. Madame Joanna Canaan, bienvenue à notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonsoir, bienvenue. On commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance, puisque cette période de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? De cette phase de ma vie. Bon, alors, moi je suis d'une famille qui a toujours été bilingue. J'avais un père qui était un homme de culture. Donc, c'est un homme qui m'a appris à lire, à beaucoup lire. C'est un homme qui m'a appris à beaucoup voyager. Une maman qui était une maman très forte de caractère et de personnalité et qui m'a appris à être une femme indépendante et qui n'hésite pas. Qui va toujours de l'avant. J'ai eu une famille que je remercie Dieu pour, des sœurs avec un amour qui était le principe de notre famille et le pilier de cette famille. Parfait. Et concernant les études, quelle spécialité avez-vous choisi comme études à l'université? Alors, moi, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Et à la suite, j'avais une envie folle de travailler dans le domaine touristique. Et donc, je voulais faire une carrière dans le tourisme, quelque chose qui me permette de voyager assez souvent. Et là, bon, ça n'a pas été la faculté de tourisme, non. J'ai fait de l'archéologie et spécialité égyptologie. Et donc, à la suite, une fois terminé, j'ai présenté de sorte à devenir guide égyptologue. J'ai aujourd'hui cette formation. N'empêche que plusieurs années, mais nettement plusieurs années, donc il y a une quinzaine d'années, j'avais décidé de changer de carrière. Donc, j'ai dit, tiens, je vais essayer de trouver un domaine qui me plaise. Et là, j'ai fait un master en stratégie, en marketing et stratégie, avec l'Université de Poitiers. Donc, aujourd'hui, j'ai un autre diplôme. Mais n'empêche que le tourisme m'a toujours fascinée. Et avec mes études donc, de master, j'ai dit, tiens, pourquoi pas? On essaye de joindre l'utile à l'agréable. Parfait. Alors, on retourne encore une fois à ces études d'archéologie, d'égyptologie. Plutôt, vous avez dit que à travers ces études, c'était par amour pour l'Égypte ancienne, pour être guide, pour voyager. Et je crois que vous avez, après les études, vous avez entamé une carrière dans ce domaine, n'est-ce pas? Oui. Oui. D'ailleurs, durant déjà mes études, je travaillais en tant qu'accompagnatrice de groupe. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans en intervalle avec mes études. Donc, je suivais mes cours à l'université. Pendant les vacances, j'allais travailler comme accompagnatrice de groupe. Et ça a été génial parce que ça m'a permis d'être en compagnie de grands guides, des personnes vraiment cultivées et d'un haut niveau. Alors, parlez-moi un peu de vos souvenirs de cette
carrière, surtout les premiers pas. Vous avez dit que vous avez accompagné des grands noms, des grands noms dans le monde de guide du tourisme. Parlez-moi un peu de ces mots et qu'est-ce que vous avez vraiment appris en travaillant avec ces gens. Bon, alors, j'ai un souvenir de Madame Mona El Mougui. J'ai un souvenir de Randa El Zeni avec qui j'ai commencé. Donc, ça a été mon premier groupe et mes premiers pas dans le tourisme en tant que stagiaire. Ces personnes m'ont beaucoup influencée parce que, bon, je sortais d'une maison où personne ne travaillait dans le tourisme. Donc, pour moi, c'était une carrière vraiment nouvelle. En même temps, une période où encore les femmes faisaient leur début dans le domaine touristique, dans un milieu qui n'est pas tellement habitué à voir des femmes travailler. Surtout des femmes qui quittent leur maison, qui voyagent, qui sont responsables d'un groupe. Voilà. Les défis qu'affronte une femme. Je voudrais savoir, est-ce que la carrière de guide reste ou était, puisque aujourd'hui on peut parler plus ou moins égalité, mais est-ce que c'était un défi à affronter par les jeunes femmes qui commençaient leur pas dans cette carrière? Est-ce que ça pesait sur vous étant femme? Bon. Pour la famille, c'était un peu un défi parce que mon père n'était pas tout à fait d'accord que je parte travailler. Il ne voyait pas qu'une de ses filles quitte la maison et voyage pour travailler. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le milieu touristique pour les femmes était un milieu, si vous voulez, tabou. Une femme voyager, dormir loin de la maison et encore une jeune femme qui n'est pas mariée. Donc, c'était un sujet très difficile. Faut dire que la réputation à l'époque de femmes qui travaillaient dans le milieu touristique n'était pas la meilleure. Bien que les femmes qui travaillaient dans ce domaine soient des femmes qui soient d'un milieu social élevé et très cultivé à l'époque. Donc ça, c'était pour commencer. Oui. Puis arriver dans le milieu, travailler encore plus en Haute-Égypte, où on n'est pas habitué à voir la femme donc travailler, et les seules femmes qu'on voyait un petit peu partout, c'était les femmes qui venaient du Caire, donc les Kérotes ou les Alexandrines. Ça aussi, c'était un défi. Et puis, toute jeune, d'être accompagnatrice de groupe, d'être le leader, si vous voulez, du groupe, et en même temps devoir travailler avec des personnes plus âgées, et rien que des hommes, que ce soit dans les hôtels, que ce soit sur les bateaux de croisière, que ce soit dans le milieu, donc sur les sites. Il fallait aussi se faire accepter, se faire respecter, et demander encore un peu plus de se faire apprécier et aimer par le milieu. Oui, on peut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque je voudrais également savoir votre opinion, puisque je crois que les grands noms ou les réussites dans le monde du tourisme et de guides en général, ce sont des noms féminins. Oui. C'est-à-dire que c'est un métier relationnel. Et à la suite, la femme, elle est plus dans
le relationnel que les hommes, à mon avis. Et elle aime raconter quand même, la femme. Oui, elle aime raconter, elle a l'approche plus facile. Elle peut vous mener dans un mode de rêve en faisant tout un voyage. Et ça, c'est très demandé dans une histoire qui est très riche comme l'histoire égyptienne. Parce que sinon, ça devient très masculin comme visite. Et quels sont ce qui les fait endroits... quand même une visite un peu dure. Oui, c'est vrai. Quels sont les endroits que vous vraiment appréciez et que vous aimez amener vos groupes avec vous pour les visites dans les coins cachés? Quels sont vos secrets de réussite d'un circuit? Il faut dire que moi, j'aime beaucoup les musées. Ça, c'est pour commencer. Alors, j'aime beaucoup le musée, surtout le musée du Caire. Il est sûr que nous sommes en attente de l'inauguration du nouveau grand musée. Mais pour moi, l'ancien musée, c'est le musée Ali Baba, où il faut découvrir les statues, où il y a beaucoup à expliquer. Il y a un détail fou dans les représentations, dans les statues. Ce sont des statues, oui, en principe inertes, mais n'empêche que j'adore faire vivre cette statue. Donc, je trouve un plaisir à expliquer un musée. Sinon, j'aime beaucoup aussi dans les temples, le temple d'Edfou, le temple dédié au dieu Araoéris, parce que c'est un temple complet, bien que ce soit un temple d'époque gréco-romaine, c'est-à-dire qu'il a été construit, ou les vestiges qui nous restent sont d'époque gréco-romaine, mais ça nous permet aussi de vivre un peu la vie du temple, ce que le clergé faisait à l'intérieur du temple. Donc, il y a comme une pièce théâtrale pour moi au temple d'Edfou. Vous avez passé combien de temps comme guide? Je travaille jusqu'à présent. Jusqu'à présent, parce que moi, j'ai cru que vous avez changé de carrière à un moment donné après vos études. Non. Le master. Il faut dire que ça a coïncidé aussi avec la Révolution. Donc, bon, ça fait 15 ans que j'ai pris mon master, mais à un moment donné, je m'étais arrêtée parce que j'ai une fille et à la suite, il fallait être là. Mais j'ai repris et là, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est depuis plus d'1 an, c'est d'organiser des voyages, bon, et avec tout ce qu'il y a comme logistique autour de la préparation d'un voyage. Non seulement pour des groupes étrangers, mais aussi bien pour les Égyptiens, où il y a un potentiel qu'on n'imaginait pas. Et si vous vous rappelez des moments forts, les moments les plus précieux à travers votre carrière, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ces souvenirs et de ces moments, peut-être des gens que vous avez croisés, des visites inoubliables, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et bien, mon fort, il faut dire que quand j'ai commencé ma carrière, le tourisme n'était pas aussi organisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, c'était un peu une galère organisée. Alors, chacun savait ce qu'il devait faire et le voyage se passait à merveille. Bien qu'il n'y avait pas à l'époque assez d'hôtels, il n'y avait pas assez de bateaux, de croisières,
il n'y avait pas assez de bus. Donc, le groupe pouvait arriver en Égypte, il n'y avait pas de bateau. On jonglait 3, 4 ou 5 groupes pour un même bus. Et il n'y avait pas à l'époque de portable. Donc, on se débrouillait et ça se passait à merveille. Donc, pour moi, la réussite, c'était qu'à la fin du voyage, je voyais les gens me dire merci. Merci pour l'organisation, merci pour un pays fabuleux, merci, on reviendra. Et ça, pour un guide, c'est qu'il a réussi. Si les gens reviennent en Égypte une deuxième, une troisième fois, c'est parce que on a pu vraiment être des ambassadeurs d'un pays fabuleux. Madame Joanna Kahan, si on parle du tourisme, vous avez dit également que des fois vous organisez des visites pour les Égyptiens afin de découvrir la beauté de notre pays. Je voudrais savoir, selon vous, comment peut-on attirer les jeunes, surtout les jeunes, afin de découvrir cette beauté, ce mystère de l'Égypte, l'histoire, également tout ce qui est grandiose autour de nous et comment peuvent-ils vraiment l'apprécier afin d'être fiers de la civilisation et que ce soit un des raisons pour lesquels ils peuvent réussir également dans leur vie. Alors ça, c'est une excellente question. Excellente question, voilà, parce que, à vrai dire, le gros problème, c'est que nos jeunes ne sont pas préparés à connaître leur pays. Qu'est-ce que je veux dire par ne sont pas préparés à cela? C'est bien d'étudier l'histoire, la géo à l'école. C'est bien de dire que les enfants vont aller, aujourd'hui, ces journées excursions, on va visiter le musée. Mais en réalité, il n'y a pas de visite qui se fait. C'est que c'est un groupe de 30, 40 élèves qui arrivent parce que c'est journée excursion. Oui. Et les enfants sont à courir partout à l'intérieur du musée sans vraiment comprendre. Ils ne sont pas accompagnés par quelqu'un qui puisse leur expliquer. De même que les enfants à l'école, c'est juste un programme qui doivent étudier. Donc, on ne donne pas à l'école cet amour, cette envie de découvrir. Donc, oui. Moi, je voyais dans mes groupes, ce qui se passait, c'est que en sixième, parce que je travaille avec les Français ou avec les Espagnols, donc les groupes, les enfants arrivaient avec un cahier de jour où ils étaient heureux comme tout de venir me présenter leurs photos, leurs images prises dans les magazines, ce qu'ils ont pu écrire, ce qu'ils ont pu retenir d'un tas de choses. Et en me demandant où est-ce qu'il se trouve là le masque, où est la tombe de Ramsès VI, comment est-ce qu'on peut y aller, quand est-ce qu'on ira, et puis de rajouter, de prendre des photos et durant tout le voyage de rajouter. J'ai toujours rêvé que nos enfants puissent faire cela un de ces jours, d'être préparés pour une excursion. Non seulement aller dans le musée à parler, à bavarder, à crier, à chanter, voilà. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire déjà. Préparer le professeur pour et préparer les enfants pour. En même temps, encourager, à mon avis, les guides à travailler avec les écoles. Alors, à travailler avec les écoles et préparer les enfants durant l'année, même 2-3 fois, à découvrir un lieu. Oui. Donc, d'une année à l'autre, durant les années scolaires, on finira par avoir au bac des enfants qui ont appris petit à petit l'Égypte pendant leurs années scolaires. Et aimant cette découverte de l'Égypte encore plus. Oui.
vous avez parlé du tourisme culturel, les musées et les tombeaux, découvrir la civilisation de l'Égypte, mais également un des points les plus appréciés en découvrant l'Égypte, c'est le mystère du désert. Est-ce que vous avez déjà amené des groupes à découvrir la beauté du désert égyptien? Alors, justement, je viens de rentrer d'un voyage à Wadi el-Gidit, ou la Nouvelle-Vallée, et qui m'a impressionné en premier avant d'impressionner le groupe que j'avais, qui était un groupe d'Égyptiens. Et de là, je suis sortie en disant, alors, dorénavant, voilà ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer les voyages pour le désert d'Égypte. Le désert, bon, par principe, les Égyptiens ont toujours peur du désert. On pense toujours que, bon, désert arabique, désert libyque, de part et d'autre, bon, bof, qu'est-ce qu'il y a à visiter dans le désert? Et le désert, c'est un autre monde. Justement, qu'est-ce qu'on peut voir dans le désert? Alors déjà, bon, j'avais fait Siwa. Siwa, c'est un voyage qui est très intéressant parce que c'est un autre monde qui est loin de tout, loin du Caire. Déjà, il y a facile une dizaine d'heures pour y arriver par voiture. Siwa, il y a des paysages fabuleux, l'eau salée où on peut nager, la beauté de l'eau et de l'oasis. Donc, il y a de quoi méditer, il y a de quoi rêver dans les lieux. Il est vrai que, bon, au niveau monument, ce n'est pas vraiment le site où il nous reste plusieurs vestiges, mais il y a quand même les vestiges d'un temple dédié à Amon, donc par Alexandre le Grand, dans le coin. Siwa, il y a aussi peut-être le seul hôtel écologue qui se trouve, qui est un hôtel fabuleux, qui a été visité par des rois, qui mérite quand même une nuit dans cet hôtel. Également, il existe un artisanat vraiment pas comme les autres. Un artisanat. À Siwa? Oui. Oui, tout ce qui est Serval, tout ce qui est bon, de la tapisserie, se fait sur des métiers à tisser, avec une tapisserie très simple qui représente la nature. Tout ce qui est date, si on aime bien ça. Ils font aussi des pots avec le sel de l'eau de Siwa. D'ailleurs, nous exportons du sel de Siwa. J'ai aussi visité, comme je vous disais justement, Tarfa, Wadi Gidit. Là, il y a à visiter. Il y a des monuments, il y a le temple du dieu Ibis, il y a les tombes de Bhagawat d'une époque chrétienne, 2e au 6e siècle après Jésus-Christ. Il y a les vestiges d'une ville islamique qui, en ce moment, il est question peut-être de l'introduire sur la liste de l'UNESCO, donc il mérite aussi une visite. Les habitants de Wadi Gidit travaillent aussi dans tout ce qui concerne les dates, mais aussi dans la vannerie. Donc, les sacs de plage qui sont vendus ici pour 500 et 600 livres le sac, c'est 3 fois rien à Wadi Gidit. Et je dois vous dire que j'ai un message de la part des habitants du coin, c'est de venez nous visiter. N'oubliez pas cette région. Cette région qui occupe 45% du territoire égyptien, où il y a juste 1/4 million de personnes qui habitent, mais qui se sentent complètement oubliées dans les lieux. C'est une femme forte, indépendante, comme vous l'avez mentionné, Madame Joanna Kanaan. Et
Je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette occasion de parler avec vous et de découvrir les points marquants de votre vie, vos aspirations et vos principes. Je vous remercie infiniment. Moi de même, Mona. Moi de même, je vous remercie pour m'avoir donné cette opportunité de parler un petit peu ce soir. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition de Au Féminin pour aujourd'hui. Grâce à la nouvelle technologie, nous avons pu parler et découvrir les différentes facettes de Madame Joanna Canal, qui travaille comme guide touristique. Je vous remercie infiniment et à la prochaine édition Au Féminin. Au revoir.